Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Alors, le 80e anniversaire du débarquement en Normandie et de la libération de notre commune est un moment exceptionnel pour pouvoir à la fois se souvenir, commémorer et transmettre le message à la jeunesse. À cet effet, le conseil municipal de Roncé a souhaité prendre les témoignages de quelques anciens, ceux qui ont vécu cette époque, comme moi-même, pour apporter justement un certain nombre d'éléments d'information, de réflexion. Le message a été repris par les enseignantes au niveau de l'école, et les enseignantes ont donné aux enfants un minimum d'enseignement, de formation, de connaissances sur cette page d'histoire qui est la poche de Roncé, qui s'inscrit dans l'opération Cobra. Les jeunes ont interpellé des anciens qui ont témoigné et les jeunes ont été séduits par cette démarche-là et c'est l'objet même de la rétrospective qui est présentée aujourd'hui. Meline, en quelle année êtes-vous née? Quelles règles et quelles interdictions les Allemands vous ont-ils données? Est-ce que quelqu'un de votre famille a été mobilisé comme soldat? Alex, est-ce que l'école a été bombardée? Alice, est-ce que vous aviez un masque à gaz pour l'école? Est-ce que votre enseignant vous parlait de la guerre? Allemand à l'école? Non. Est-ce qu'il y avait encore assez à manger dans les magasins? Oh, oui, chez nous. Avec les équipés, le rationnement, et par exemple, dans les parents sur l'emploi, et c'est une boulangerie, acheter un pain, qui faisait 500 grammes, sinon on faisait 400, on nous donnait une tartine à côté. Le poids était exactement qui faisait la ration. Il fallait donner des petits tickets à l'épicerie pour avoir à manger ou un vêtement. Avec certains soldats allemands. Parce qu'on a été amis. Amitié, c'est beaucoup dire. Les prisonniers allemands, il y en a un qui était anti-Hitler. Celui qui correspondait avec ma mère, c'était le secrétaire de l'usine à gaz de Verdun, mais il n'avait pas de grade. Et puis, quand les Russes ont enveloppé, ça a été de notre niveau. Quelle action ont-elles fait pour résister? Est-ce que vous avez entendu le message du général de Gaulle à la radio en 1940? Non, on a entendu après. On n'avait pas de radio. Nous, on a Titine Satan qui vient d'annoncer, les Américains sont avancés. C'est comme ça qu'on l'a appris. Oui, mais ça, justement, ça marche mal. Hein. Faut courir. La rue qui part de la boulangerie, là, elle est nouvelle. Hein. Oui. Voilà l'école. Est-ce que vous avez plus de trucs détruits que l'église ou l'école? J'avais 23 ans à l'époque de la Libération, oui, au moment de la Libération. J'étais chez mes parents. Ils n'étaient pas mobilisés, mais ils n'avaient pas fait de service militaire. Donc on a attendu pour se marier après la guerre et faire son service militaire. On ne savait pas quoi faire. Hein. On suivait notre petit train, on s'est levé le matin, qui sont débarqués, et on triait les vaches, bien sûr. Le temps était couvert. On entendait des avions, et puis il y avait des petits papiers par terre, quoi, qui s'étaient débarqués. C'est une grande inquiétude.
Parce qu'ils étaient quand même débarqués pas loin de chez nous et on allait se trouver entre les Allemands et les Américains. On se cachait dans les vieux chemins, derrière des haies assez touffues. On y couchait même certains jours. Ah, les avions, ça faisait du bruit, ça rasait les maisons. Hein. Je n'ai pas vu de gens ni blessés ni décédés à cette époque-là. Mais moi, j'habitais Montbachon en bordure de Roncé. On les supportait et on faisait attention de les éviter et de ne pas les contrarier. Hein. Non, on était parti parce que chez nous c'était une compagnie assez importante et il y avait l'état-major. Et les avions rôdaient, on a dit il faut qu'on s'en aille, on va y passer quoi. Alors on était parti chez mes futurs parents qui étaient à Roncé, de l'autre côté de Roncé quand même. Les éclats d'obus étaient dans la cour. Hein. On se cachait sous la table. On ne savait pas où se mettre. Hein. Et quand ils sont arrivés sur la petite route au-dessus, là où on habitait, et je ne sais pas qu'est-ce qui est venu, qui a dit les Américains seront là. Alors vite, on était inconscient un peu parce qu'ils auraient vu faire un retour et nous bousiller. Alors là, ils nous offraient des cigarettes, du chocolat. Tout le monde était gai, tout le monde était content. Les Américains, non, on les a pas, ils ne sont pas arrêtés. Chez nous, du moins. On les a vus sur des chars qui passaient, qui arrivaient. Et de là, on est allé, on était jeunes. On ne voyait pas le danger. Il fallait qu'on arrive à Roncé parce qu'on avait vu qu'elle était brûlée. Et ah ben là c'était terrible. Hein. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Hein. Des trous partout, des morts et déchiquetés, des chats, tout ça dessous. Oh, c'était. Et on n'y est pas resté longtemps. On est revenu. On rentrait chez mes parents. C'est-à-dire que mon père, il était resté. Il était maire d'abord à Montbachon. Et puis, ben, il ne voulait pas abandonner tout, quoi. Et quand il a su que les Allemands étaient proches, il est entré dans la maison, il vidait le caveau, justement. Et il leur a dit, les Américains sont à 2 kilomètres. Ils prenaient un risque, parce qu'il aurait pu être descendu. Mais eux, ils ont pris de panique, ils sont tous partis. Oh, c'était pas simple. Hein. Des exigences, ils ne pouvaient pas accepter tout, hein. C'était pas possible. Enfin, il y avait intérêt à manier prudemment. Hein. Oui, il y avait un système. On ne le savait pas. Hein. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de choses. Il était résistant toujours. Oui, mais vous savez, en campagne, on ne manquait pas de vie. Hein. C'était pas comme en ville. Hein. On avait le lait, le beurre, les poules, les lapins, et oui, des pommes de terre. Non, on ne s'y attendait pas. On ne savait pas où, mais on pensait que c'était ailleurs. Les avions avaient envoyé des petits papiers qui étaient débarqués. Que voulez-vous qu'on fasse rester sur place, nous, hein? On avait la radio, mais c'était d'écouter la radio, hein. Il fallait pas être pris. Ah oui, il y avait qu'on fait. Dès que la nuit tombait, hein.
Mais on ne prenait pas de risques. On les laissait tranquilles. Et puis, on tâchait pour leur être dans leurs pattes. C'est-à-dire qu'on a fait notre foin quand même. C'était en pleine saison le foin. Mais on ne l'avait pas rentré. On l'avait tassé dans un coin du champ parce que on dit si les maisons brûlent, il y aura toujours plus de bain du foin pour les bestiaux. Ben, les villages, on aurait aimé s'amuser comme tous les jeunes de cet âge-là. Nous, la vie a un peu continué comme avant, quoi. C'est sur place, pas jusqu'à la dernière minute. Et c'est pareil, on a été inconscients, on est passé dans les rangs des Allemands. On ne savait pas que c'était le front. On ne voyait pas au grand monde, hein. Chacun était chez soi, il se ramassait. Hein. On regardait. Non, on était plutôt gênés de voir tout ça. Ça ne veut pas trop se mettre, on est vite revenu. Je vous dis, c'était terrible. Pour des jeunes de voir des hommes morts à tous les pas, vous savez, ça vous fait une drôle qu'on n'avait jamais vu de mort, je vous dirais. On y a pensé, mais on est comme les jours de la guerre de 14, on n'a pas tellement reparlé. C'est entre nous, on a vu ceci, on a vu cela, on a fait ceci, on a fait cela. Mais dire que notre vie a été vraiment bouleversée, on a resté sur place, quoi. Sauf qu'on a parti chez mes parents quelques jours. Et comme ils étaient passés, on est retourné chez nous. Il y avait du monde partout, les gens de Saint-Lô, partout, quoi, ceux qui arrivaient, qui nous voyaient vouloir aller coucher dans les champs, ils disaient mais on voyait venir à l'abri et puis vous êtes comme nous, vous avez peur. Hein. Il y avait du risque. On a vu Saint-Lô brûler. Hein. Ben, la fumée, bien sûr. Les Allemands étaient là, ils étaient bloqués. Les réfugiés, mais ils n'ont fait que de passer qu'une journée ou deux, quoi. Ben, ils voyaient que le risque était le même que chez eux. Hein. Mon mari est né le 5 juillet 1920 et ils ont été réquisitionnés avant le 1er juillet, quoi. Ça s'arrêtait là. Il avait des copains de sa classe qui étaient partis. Lui, il était du 5 juillet, il était resté là. Mais par contre, tout ce qu'il y avait de mobilisation et tout ça, il a été porté avec cheval et voiture, des munitions Sauveur-Landelin. Ils ont été bombardés. Ils étaient 4 de la commune, désignés pour aller porter des munitions avec les vanneaux, les voitures, les chevaux. Les chevaux, les voitures, on n'en a pas revu la couleur. Hein. Ah ben là, il n'y avait plus de moyens de commotion. Hein. Alors ils réquisitionnaient pour porter les munitions. Et tout le long du voyage, il y avait des fusées éclairantes. Et quand ils ont été arrivés, eh ben, ils devaient revenir après, ça a bombardé. Et là, eux, les 4 ou 5 qui étaient devancés, ont couru, se sont tirés. Hein. Mais alors, ce qui avait touché beaucoup, pas vous, mais toi, ça dans le truc, mon mari, c'était de voir les Allemands qui étaient là, c'était tout jeune, pas dans ces âges, dans les 20 ans. Ils étaient tous là, ils pleuraient, ils regardaient les photos de famille. C'est là qu'on se dit, un homme est même toujours un homme
Elle a une famille, tout ça, qu'on soit allemand ou français. On tient la vie, hein. Et ils ont apprécié, eux, ils étaient libres de se sauver, que les autres, ils étaient restés là sous les bombes. Hein. Non, je dirais qu'on a très peu eu de contact avec les Allemands. Par contre, ils occupaient toute la maison. Hein, Et quand on voit des jeunes de votre âge qui sont obligés de rester pour se faire tuer, hein, on se dit quand même la liberté. C'est quand même important. C'est ce que je dis aux enfants, je dis, vous savez, appréciez la liberté et évitons les guerres. Hein. Je suis de novembre 38, alors voilà. On n'était encore pas scolarisé. Je suis allé à l'école après le bombardement. Hein. J'ai pensé dans mes dernières années là que, comment dire, les gens vont m'avoir trouvé peut-être un petit peu jeune pour témoigner de ces choses-là, mais je me suis aperçu que la vie des militaires, tout ça dans nos maisons, dans nos campagnes, qui dominaient la situation, bien, ça marquait. Je ne vais pas me souvenir d'un voisin de l'époque, mais je me souviens très bien de ces choses-là. C'était anormal, si on peut dire, ce qui faisait que ça m'a marqué. Déjà, comme nous sommes dans le même chemin là avec un voisin, qui est descendu dans l'après-midi du vendredi, de chez nous, là, de la ferme, on ne voyait pas le clocher de Roncey. Mais de chez lui, on voyait le clocher de Roncey. Et il est descendu de dire à mes parents, il n'y aurait bien plus d'église parce qu'on ne voit plus le clocher. Alors, bon, on s'en est resté là, hein, bien sûr. Et le dimanche, moi je suis allé à cette époque-là à la messe avec ma maman. Et il y avait encore des fumées qui sortaient des poutres et tout ça, là où est le premier boucher en direction de Coudences. Voilà. Et la messe a été dite par l'abbé Vitelou aux écoles, sous les préaux des écoles de Roncey, côté de route de Saint-Nil-Vêtu. À la ferme là, nous avons été occupés par 2 fois, dans l'espace des 15 derniers jours, 3 semaines dernières avant le bombardement. Et il y avait 3 fermes qui avaient été réquisitionnées par les Allemands. Je pense qu'il y avait à peu près l'équivalent, peut-être pas loin de bataillon. Et à la ferme de la Rourise, côté Roncey, c'était l'abattoir. Et chez nous, là, les Allemands, ils avaient réquisitionné les animaux, c'est-à-dire les brebis. Un bon matin, ça les a pris de tuer les poules. À la sortie du poulailler, maman venait d'ouvrir la porte aux poules, comme on fait régulièrement à l'époque dans les exploitations. Elle leur donnait du grain et ils se sont permis de prendre ce qu'on appelait des gaules à pommes. Et ils ont toutes, disons, tué comme ça et puis saigné. Ils ne devaient pas savoir comment faire pour les saigner car ils leur ont coupé la tête. Toutes les têtes étaient restées là, mais ils sont partis avec les poules. À un certain moment, il y avait un petit mess sous-officier dans la cour près de chez nous, là. Et un certain sous-officier me promenait régulièrement dans la cour, dans le jardin, il me donnait des bonbons. Ma maman était un peu inquiète, bien sûr, et mon père a essayé de dialoguer un peu avec lui, et il y avait quelques mots de français, il y avait moyen de dialoguer. Et papa lui a proposé d'entrer prendre un café, chose qu'il a faite. Et de là, quand il a été assis à la table à prendre son café, il a sorti
une photo dans sa veste, et là il y avait une dame avec 2 enfants. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il avait chez lui laissé une femme et 2 enfants. Et il a expliqué qu'il était autrichien, il avait été incorporé dans l'armée allemande. Les livres le disent d'ailleurs que Hitler avait pris une partie de l'Autriche et les avait pris comme renfort. Et en remerciant du café, il a aussi sorti dans sa poche un chapelet. Et il a expliqué qu'il priait tous les jours pour que Hitler crève. Ça fait drôle pour un militaire allemand, enfin c'était comme ça. D'après ce qu'on voyait le comportement de notre entourage, enfin mon entourage, mes parents, frères et sœurs, parce que j'ai un frère et une sœur qui avaient 10 ans de plus que moi, c'est-à-dire ils avaient 17 ans. Et on trouvait dans les champs des tracts qui étaient lancés par les avions pour prévenir un peu quand même la population. Des fois c'était lâché aux abords des bourgs, mais on en trouvait dans les champs en pleine campagne. Ces tracts-là étaient souvent, comment dire, pour les retrouver, il y avait un genre de papier alu, si on peut dire, qui brillait. Et c'est comme ça qu'on retrouvait les informations. C'est comme ça que la population avait un peu d'informations sur ce qui se passait et ce qui allait se passer. Quelques jours avant, Coutances avait déjà été bombardé et moi j'avais des petits cousins qui habitaient à Coutances, au Pont-de-Soule, une grande famille d'ailleurs, parce qu'à l'époque ils étaient 14, et dont un enfant qui avait été blessé par un éclat. Il avait voulu aller voir dans le jardin, et puis il a pris un éclat. Sans gravité de trop, il était emmené à la clinique qui était arrivée à Coutainville. Et alors les autres enfants, les parents ont dit: vous prenez vos baluchons. C'était prêt, hein, juste les baluchons étaient prêts un peu. Et ben, vous allez chez vos oncles et tantes. C'est-à-dire les oncles et tantes, c'était mes parents et un autre oncle et tante qui était sur Rouville. Ces gamins-là sont partis à l'aventure avec la petite dernière qui était dans une poussette. Hein. Et je les vois encore arriver chez nous. Et ma maman a cherché dans mes vêtements, car la coutume était qu'on gardait beaucoup de tenues. C'était pas le gâchis qu'il y a à l'heure actuelle. Et alors, maman a habillé la petite dernière avec de mes affaires que j'avais étant petit. Et puis les autres, ben, ils avaient un peu de vêtements, enfin. Et ils ont été là une dizaine de jours. Au point que, quelques jours plus tard, mon papa a pris son vélo et est allé à Coutances pour voir ce qu'était devenu ce cousin-là, enfin ce neveu-là pour lui, et l'oncle et la tante. Et il les a retrouvés, ils étaient arrivés sur Coutances, ce qu'on appelle le Ménil-Saint-Jean, c'est-à-dire un peu Saint-Pierre de Coutances, voilà. Moi je peux dire que Libération, c'est vraiment quand les Américains sont arrivés là sur la route, parce que, une autre anecdote, je vais peut-être être long, mais enfin, les Allemands étaient, disons, désemparés, hein. Il n'y avait plus d'organisation. Et ils sont arrivés un après-midi, là. Ils venaient dans les champs. Il y avait des camions planqués un peu partout, dans les vieux chemins creux et tout ça. Et on a retrouvé aussi une pièce d'artillerie qui était dans un champ chez nous, là. Et alors, tous ces hommes-là, bien, ils se sont regroupés. Et un certain
sous-officier probablement, je ne sais pas dire, qui avait l'impression de commander les autres, avait un poste émetteur, on appelait ça. Et il allait se renseigner toutes les demi-heures, peut-être toutes les 20 minutes, l'avancée des Américains sur la route. Et il nous annonçait les villages selon ce qu'ils avançaient. Et en tout dernier, en allant à son poste, il a repris un bâton qui avait une barrière. À l'époque, on soignait les jeunes veaux avec des buvets. Et il est revenu avec un bâton. Il a demandé un torchon blanc à ma mère pour faire signaler aux planeurs qui devançaient les Américains qu'ils se libéraient, qu'ils se rendaient, pardon. Alors, il les a désarmés, ses copains, là, et puis, je vois encore le tas de fusils dans le bâtiment, là. Et nous sommes allés avec mes parents, qui ont porté dans un panier à beurre, ce qu'on appelait le panier à beurre, du sud-boucher, des fleurs, pourquoi pas un peu de calva. Nous sommes venus ici au bout de la route, là, et en arrivant à la route, les 19 hommes en question que je parle, 18 ont été alignés, fouillés au corps, contre le champ tout près du voisin, là. Et le 19e, c'est là que mon père s'est aperçu qu'il a changé de tenue, il s'est habillé en américain. Ce devait être comment dire, un espion probablement dans l'armée allemande. Hein. Il n'a pas été obligé de quitter la maison. Et il y avait couvre-feu, hein. Il fallait mettre des planches le soir, des carrés en bois qu'il fallait mettre aux fenêtres. Hein. Parce qu'il y avait encore de la lumière quand même, malgré tout. Et il n'y avait pas beaucoup d'ampoules par ferme, mais enfin, c'était... Alors, ce petit objet-là, c'est un oncle, c'est-à-dire la maison de ma grand-mère à Auville, à la Fosse-et-Loup, a été occupée par le général von Scholtis. Elle était condamnée à vivre dans un tout petit réduit, une petite laiterie de 3 mètres sur 4. Et lui, il lui avait même demandé d'arrêter le tic-tac de son horloge. C'était une horloge à balancier. Alors il ne devait pas toujours dormir tranquille. Il y a eu un livre d'écrit par Albert Pipet, Troué de Normandie. Et justement, il y a un premier chapitre qui parle du lieu de la Fosse-et-Loup. Et lorsque qui sont partis, von Scholtis et tout son bataillon, là, j'avais un oncle qui avait quand même les derniers jours pris ma grand-mère avec lui et ils étaient partis sur Hérangerville. Et lorsqu'ils sont revenus à la Fosse-et-Loup, eh bien, ils ont trouvé la maison bien sûr vide, pas saccagée, rien, et sur la table, ce petit objet qui doit être le sceau de von Scholtis. C'est le seul objet qu'on a pu retrouver. De Gaulle est venu à Roncé comme c'était un village sinistré, mais les gens de la Croix-Friale, c'est-à-dire des voisins à mes parents et mes parents, ils ont eu l'idée de faire modestement, mais un petit arc de triomphe, c'est-à-dire planter des piquets de chaque côté de la route et une banderole avec Bienvenue à De Gaulle. Et le général De Gaulle, quand il a vu ça, il est arrêté à la Croix-Friale. Et d'ailleurs, un voisin là, qui était plus âgé que moi, et qui avait vécu ça aussi, d'ailleurs il y a une photo, mais moi j'en suis pas possesseur de la photo,
Et c'est lui qui avait eu un appareil photo à la communion, parce que là aussi, il faut, comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile d'expliquer aux jeunes que c'est toute chose qui maintenant c'est banal, mais à l'époque, un appareil photo c'était très rare. Hein. Et alors, le général de Gaulle est arrêté à la Poivriale, et le voisin que je dis là, qui avait l'appareil photo, dans ces dernières années, a incité la commune de Saint-Denis-le-Vêtu à faire une plaque pour mettre à la Poivriale. Alors il y a un marbre de gravé, et dont il y a l'explication. Il y a même un courrier. Et tous les ans, il y a un bénévole qui fait quelques petits drapeaux, qui plante quelques petits drapeaux et une jardinière pour... voilà. J'étais à l'époque Édith Duquesne, née en 1934 à Saint-Denis-le-Vêtu. Et je suis marié avec un nommé Valentin Savary, de Quétreville. Voilà. On a entendu parler, mais moi j'avais 10 ans et Saint-Denis-le-Vêtu, vous savez, c'était vraiment perdu dans les bois. Hein. Roncey a vécu la guerre, ça c'est sûr. Mais Saint-Denis-le-Vêtu, non, on a eu les Allemands les derniers 8 jours avant qu'ils soient battus. J'avais dit, non, moi je la guerre, mais pour moi, je pas. On n'a jamais été occupé à Saint-Denis-le-Vêtu. C'est peut-être venu du fait que le gars qui faisait le recensement des communes allemandes, j'avais déjà dit ça, était à pied. Et mon père avait été militaire, il avait dit, je vais vous prêter un vélo pour faire le tour de Saint-Denis-le-Vêtu. Et ça s'attendait quand même de Saint-Denis-le-Vêtu, Guébert, Contrières, Trély. Hein, c'était. Il a dit, bon, je vais vous prêter mon vélo. Bon, ben, le gars il est parti avec le vélo, il a fait sa tournée toute la journée, et le soir, vers 5 heures, il a ramené le vélo. Et le compte-rendu de sa tournée a fait que Saint-Denis n'a pas été occupé, c'était marqué « Imprompte à la troupe ». Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est parce que mon père y avait prêté son vélo? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a jamais été occupé. Hein. Que les 8 derniers jours, quand les Allemands se sont reculés, et ça a duré 8 jours, un point c'est tout. J'ai connu l'église en ruine, mais on venait au marché de Roncey pourtant, mais je ne me souviens pas beaucoup. Non, non, j'étais pas de Roncey. C'était en voiture à cheval, on n'emmenait pas les enfants au marché de Roncey. C'était un grand marché, Roncey, à l'époque, hein, très grand. C'était le seul du canton, je crois pas, même Cerisy, je ne sais pas. J'avais 10 ans en 1944, je me souviens. La seule chose qui nous avait marqué, c'est quand la dernière journée d'école, il y avait des avions qui tournaient en tout le temps. Les instituteurs nous avaient dit, faut vous planquer. Hein. Alors donc moi j'avais 1 kilomètre à pied à faire pour revenir chez mes parents. Et on était 3, je me rappelle, une petite voisine et un voisin qui habitait un peu plus loin. Quand on a vu les avions, on a pris la première marrière qu'on a trouvée, on s'est mis à plat ventre là-dedans. On a attendu que ça n'a pas donné grand-chose. Ils ont pensé, et puis on est reparti, puis on avait comme eu peur, parce que c'était tous les 3 couchés dans le fossé. Mais bon, c'est la seule chose que j'ai vraiment. Ah, jeter des trappes, oui. Moi, je ne l'ai jamais attrapé, hein, mais bon, oui, jeter des papiers, et puis des feuilles en aluminium, vous savez, je ne sais pas ce que c'était, moi. À 10 ans, Saint-Denis-le-Vêtu n'ont pas connu la guerre, faut quand même être logique. Il y avait couvre-feu, je me souviens qu'on mettait des rideaux et fenêtres le soir. Franchement, on a vraiment passé à côté de la guerre à Saint-Denis-le-Vêtu. Roncey a connu la guerre, ça c'est sûr. Elle a dérouillé, mais nous, non. Les derniers 8 jours, mais c'était vraiment... Ils reculaient, les Allemands, mais ils n'arrêtaient pas, hein. Moi, j'ai vu une 40aine de personnes dans la cour chez mes parents, parce que mon père étant maire, il fallait un papier du maire pour avoir du pain à la boulangerie. Et ça, j'ai vu, j'avais 10 ans, mais j'ai vu tous ces gens qui venaient pleurer un ticket de pain. Il fallait que, j'étais idiot, il fallait que ce soit mon père qui délivre une autorisation pour avoir du pain chez le boulanger. Et encore quand le boulanger, parce que mon père avait fait beaucoup
les paysans faisaient de la culture, il y avait beaucoup de blé. Donc quand le boulanger était à sec, il venait demander à mon père s'il ne pouvait pas lui avancer un sac de blé ou de farine. Mais bon, ça. Nous, on a eu des réfugiés où ils venaient du haut du département. Oh, je ne sais plus d'où ils venaient. Il n'y a pas déjà Oui, on avait mal tombé, hein, parce que pour être franc, il n'était pas sympa. Bon, c'était un couple avec un enfant. Et, alors, chez mes parents, il y avait une très grande ferme, une maison, donc il y avait la maison qu'on habitait, et à côté, il y avait celle de ma grand-mère, qui n'y habitait plus, mais qui était toujours habitable. Enfin, donc, les premiers réfugiés qu'on a eus, mon père les a logés. Il a dit, bon, ben j'ai ça, voilà. On était franchement mal tombé. Hein. Parce que le couple marchait peut-être pas trop bien, il n'y avait qu'un enfant, qui n'était pas désagréable, qui était de mon visage, mais ils s'engueulaient tout le temps. Et on avait un officier allemand qui parlait très bien le français. Il ne devait pas être hitlérien parce qu'il était de la Prusse orientale et ça l'énervait. Alors il sortait puis il allait leur dire de se taire. Et il a dit, si vous voulez vous battre, allez au fond des bois. Mais bon, mais on avait la trouille, c'est qu'ils les virent parce que... Et puis qu'ils ramènent des Allemands dans cette maison-là qui était libre. Mais non, il ne les a pas jamais virés. Mais il était engueulé 2 ou 3 fois. Il parlait très bien le français. Je crois qu'il n'était pas hitlérien, mais enfin bon, il était là, il fallait bien, hein, il faisait la guerre. Hein. Mais il parlait très bien le français, il était de la Prusse orientale. Il avait une petite fille qui était de mon âge, donc tout ça, ça le chagrinait un peu. Des Allemands qui étaient en fuite, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, chez mes parents, il y avait un vieux chemin qui partait de la route de Contrières et qui ressortait sur la route du Boulet. Vous voyez un peu alors, il y avait des champs, puis il y avait le chemin. Et un jour, ma grand-mère était sous le bord du cellier, et il y a 2 Allemands, on avait 2 requis chez mes parents, et un qui était un peu bâton de guerre. Hein. Et ils s'amènent 2 Allemands avec des gourdes pour avoir du cidre. Ma grand-mère qui était sur le cellier, bon, on les gourdes, et puis l'ouvrier qui était un peu va-t-en-guerre, elle dit, s'ils sont tous les 2, on fait leur fête. Oh, ma grand-mère dit, ça vous ne touchez à rien. Ils sont là, ils viennent du sud, ils sont polis, là, je leur donne le coude, et on laisse, je vous interdis de toucher à ces 2 gars-là. Les gars, ils étaient au pays, mais j'étais heureusement, il y en avait 41 après. Dans le chemin, on ne voyait pas, il y avait le bâtiment, et puis le chemin. Ma grand-mère était restée sur le seuil, elle a donné les 2 gourdes aux gars, et 41 Allemands qu'on pensait, mais alors, harnachés comme s'il avait été avec des fusils. Tout allait y penser si ma grand-mère n'avait pas été là. Hein. Bon, il était requis, il était camouflé, il fallait qu'il fasse le bordel. Bon, les phénomènes qui m'ont marqué pendant cette période, moi, que je prendrais un peu depuis l'occupation jusqu'à quasiment la reconstruction, mais en survolant bien sûr par grandes étapes. L'occupation fut un moment douloureux pour nous parce que la maison de mes parents a été rapidement occupée par les Allemands et donc il nous fallait cohabiter dans cet espace. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que mes parents étaient bouchers, ma maman fabriquait de la charcuterie et dans la pièce, le laboratoire, les Allemands venaient et prenaient toutes les saucisses qui étaient là sans rien demander. Et ça me heurtait parce que je me disais, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. On n'osait pas protester, mais bon, voilà. Après, évidemment, ce qui est marquant dans cette période-là, c'est l'obligation de quitter sa maison et de partir habiter ailleurs. Donc nous sommes allés dans la ferme du Manuet, auprès du mausolée Lothaner, où nous avons vécu là, pendant toute cette période. Et cette période a été douloureuse parce que c'était des allées et venues permanentes jusqu'à la période où effectivement est arrivée cette époque du débarquement. Et le débarquement, le 6 juin, nous étions en famille à Bayeux, pour la communion d'un cousin. Et l'après-midi, nous avons entendu les vitres de l'église qui tremblaient. Nous ignorions complètement que le débarquement avait eu lieu. Nous sommes rentrés avec le gazogène que pilotait mon père, à Roncé. Nous sommes passés à 40 ans, 1 heure avant que tous les ponts sur les rivières ne soient détruits. Cette période-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis après est arrivée l'époque où nous étions en observation un petit peu, et la période notamment du bombardement de Saint-Lô. Et avec Pierre Grimaud, qui était le fils du pharmacien, notre voisin,
Nous nous amusions sur la place, comme les jeunes, bien sûr, à courir, à chanter, à danser, tellement la myriade d'avions qui survolaient la commune était impressionnante. Et c'était les tirs sur Saint-Lô qui étaient bombardés et en cours de destruction. Ça nous a profondément marqué. Et puis après, bien sûr, est arrivée la période du 29 juillet, hein, la libération de Roncé. Cette période, eh bien, nous l'avons découverte le lendemain, parce que le 22 juillet, comme on le sait, a été une période douloureuse et dramatique. Les deux divisions de Wasreich, la 7e Panzer SS, étaient bloquées dans la commune par des camions en panne, et sur un convoi de 1 km, avec 4 rangs de véhicules à peu près, les Américains ont repéré ce convoi. Ils ont bombardé pendant 6 heures, à partir de 13h30 jusqu'à 18h pratiquement, ces convois, faisant 500 véhicules détruits, des centaines de morts. Et quand nous sommes arrivés le lendemain, le sang ruisselait encore dans les rues. Je vais vous dire que pour un gamin de 6 ans qui découvre des morts, nous marchions sur les cadavres dans le bourg de Roncé. Et donc cette période est évidemment profondément marquée pour moi. Et puis est arrivé bien sûr aussitôt, dès le lendemain, puisque Collins a eu l'ordre de la part de Patton de dégager la voie principale de Roncé. Tous les véhicules ont été poussés par des bulldozers dans les maisons de chaque côté, de façon à ce que la colonne de Patton puisse partir vers Avranches pour libérer le sud de la Manche et après bien sûr l'Orne et aller vers Paris. Cette période m'a aussi beaucoup marqué parce que dans la ferme où étaient mes parents au Manué, il y avait un hôpital allemand et on voyait défiler beaucoup de blessés. On s'interrogeait bien sûr, savoir que font-ils, comment sont-ils soignés. Je me souviendrai toujours de l'arrivée des Américains. Quand les Américains sont arrivés, bien sûr les Allemands ont fui et il y avait dans la maison malheureusement, je puis dire, des soldats qui étaient là, qui ont été faits prisonniers. Et il y avait notamment un jeune soldat autrichien qui avait 17 ans et qui était sur les genoux de ma mère et qui est mort dans les bras de ma mère. Il avait le corps transpercé par un obus. Je vais vous dire que cette image-là, moi je la garderai toujours en mémoire parce que je me disais, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être quelqu'un de la famille, quand on voit ces jeunes mourir comme ça. Et puis les soldats allemands sont partis, ont quitté la maison, ont jeté toutes leurs munitions dans la petite mare, les tanks qu'il y avait en face, les fusils, les cartouches, etc. Ils sont partis dans le champ en face, auprès du caveau de teneur, et là, un certain nombre ont été fusillés, d'autres ont réussi à s'échapper auprès du mausolée Le Teneur. Ces images-là, bien sûr, restent pour moi profondément marquées. Après, bien sûr, la page s'est rapidement tournée, puisque l'arrivée des Américains avec les jeeps et les chewing-gums ont créé un peu d'euphorie dans la commune, mais il a fallu se ranger rapidement quand même à la période de l'après-ère immédiate, parce que nous avons eu bien sûr le problème de l'habitation, le relogement dans les baraques, jusqu'à la reconstruction qui a vu les premières maisons en 1956 reconstruites. Nous avons retrouvé notre maison en 1956. Et puis l'église, bien sûr, qui a été reconstruite, puisqu'elle a été inaugurée, pose la première pierre en 1957. Après, c'est l'amorce, bien sûr, d'une période nouvelle, celle de la reconstruction, celle du retour à la vie. Et je l'ai vécu d'autant plus que mon père a été élu maire en 1947. C'est lui qui était le maire de la reconstruction. Donc j'ai vécu à ses côtés cette période avec le contact permanent avec les organismes, c'était le MRU à l'époque qui s'occupait de la reconstruction, les nombreux allers et retours à Saint-Lô et à Coutances, surtout parce que la préfecture avait été transférée à Coutances à l'époque. Et cette période reste profondément marquée jusqu'à ce que nous retrouvions le bourg paisible qu'est Roncé aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Alors la résistance, pas directement. Je n'ai pas connu de vrais résistants à mes côtés. La résistance que nous avons connue, un peu la résistance passive, qui était celle surtout des élus de la commune, et notamment de M. Gire, qui était le maire, qui était un opposant farouche aux Allemands, et qui a plusieurs fois risqué sa vie pour refuser la réquisition de tel ou tel objet, de rendre les fusils par exemple, etc. Donc M. Gire était un résistant, il a aussi mené les Allemands sur des pistes absolument farfelues de découverte d'un certain nombre de choses. Donc il a fait cette résistance passive qui était déterminante pour la vie de la commune. Et puis la résistance de l'abbé Vidlou, qui était le curé de l'époque, qui était resté dans son presbytère et qui a eu aussi à plusieurs occasions à faire front aux Allemands et à résister, à s'opposer à leurs demandes et à leur
prise de possession notamment du presbytère. Il s'est toujours opposé à ce que les Allemands prennent son presbytère. Donc c'est deux personnalités qui ont marqué la vie de la commune et qui ont fait cette résistance, qu'on peut dire résistance passive. Autrement, l'effet de résistance était souvent anonyme, c'était des petites choses qui se passaient dans chacune des habitations, où les gens, bien sûr, refusaient de donner des aliments, refusaient d'héberger des soldats éventuellement dans des chambres ou dans leur domicile. Mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, sur Roncey, de résistance vraiment organisée, avec des troupes ou des gangs organisés. On voyait ces petites flamèches qui descendaient du ciel, c'était des petits bouts de papier longs comme ça à peu près, en papier d'aluminium, qui descendaient, sur lesquels il y avait un certain nombre d'inscriptions, et d'autre part, qui était l'alerte en fait, pour nous dire attention, il va y avoir une attaque aérienne, etc. et tout. Donc on était prévenus par ce genre de message qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, quand les Américains sont arrivés, bien sûr, les tracts se sont multipliés, et il y en avait une quantité qui jonchait les rues quand les Américains sont passés. Moi, je me souviens très bien des jeeps qui arrivaient dans le bas du bourg, actuellement, où est la pharmacie à peu près, là. Donc je les vois défiler à cet endroit-là. Je me vois récupérer des chewing-gums et des oranges, voilà, et ils sont passés très rapidement. Le Calva, je n'en ai pas vu de distribuer, mais je me suis laissé dire aujourd'hui par des spécialistes de cette Deuxième Guerre mondiale que le Calva a fait beaucoup de mal aux soldats américains, parce que ça entraînait de leur part des comportements vis-à-vis des femmes qui n'étaient pas tout à fait respectueux. C'était un véritable drame pour certains qui ont été ivres par le Calvados et qui se sont comportés ce qu'ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu ces problèmes de drogue qu'était le Calvados. Alors on sait qu'il y avait une commandanture, elle se situait dans les écoles, mais on n'a jamais très bien su quel était le niveau de responsabilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait tout près à Auville, les rebelles, les compagnies, tout ça, étaient les principaux pilotes allemands, si je puis dire, étaient là, à proximité. Donc les petites unités qu'il y avait de commandanture localement n'étaient pas super performantes et super organisées. Alors ça consistait essentiellement à faire des réquisitions, à aller contacter les gens, à essayer d'enrôler les gens dans le travail obligatoire, toutes ces choses-là, si je puis dire. Mais ce n'était pas vraiment un organisme où les gens étaient mobilisés pour être jugés, mis en prison par exemple, ou bien gardés, etc. Donc il y avait un rôle relativement discret de la commandanture, mais qui remplissait sa mission en fait d'occupation du territoire. Donc Roncey a été touché par son axe principal, la rue qui traverse, la rue principale, puisque les blindés allemands étaient stationnés, bloqués par des véhicules en panne, sur cette voie sur environ 1 km. Donc c'était pilonné sur cet endroit-là, et alors détruisant 47 maisons à peu près en tout, en abîmant environ 50 autres, environ une centaine de maisons ont été détruites à cette occasion. Mais les côtés, l'école par exemple, le presbytère, la mairie actuelle, qui étaient sur les côtés, n'ont pas été touchés, parce qu'ils se sont centrés véritablement sur l'axe principal.